Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer maintenant. La bibliothèque de l'Alcazar est heureuse de vous retrouver ce soir aussi nombreux pour un soir de semaine. Et on est très content que vous veniez à la rencontre de ces animaux un petit peu étranges et souvent méconnus que sont les vautours. Pour cette programmation culturelle qui comprend aussi l'exposition que vous avez dans le hall de la bibliothèque, nous avons travaillé avec la LPO PACA notamment. Et je voulais simplement souligner que nous sommes très heureux d'avoir pu travailler avec eux et que vraiment c'est une association vraiment extraordinaire, remarquable par la qualité de ce qu'ils nous proposent et par l'investissement de ces équipes aussi, notamment les bénévoles. Voilà, je voulais remercier particulièrement Pascal Orabi, qui est ornithologue et qui est à la tête du programme Life JPAED Connect. Donc vous avez le petit logo ici, qui procède à la réintroduction des gypaètes barbus dans le sud de la France. Donc il va nous expliquer tout ça. Et je le remercie particulièrement d'avoir pris du temps pour nous offrir cette conférence. Merci beaucoup. Si vous voulez intervenir, je vous demanderai simplement de lever la main parce qu'on vous fera passer un micro de façon à ce que tout le monde profite des échanges. Voilà. Passez un bon moment en compagnie des vautours et en compagnie de Pascal. Bonjour à tous. Alors je suis impressionné par ce monde, donc bonjour et merci de venir assister à cette discussion. Je vais plutôt diriger ça comme une discussion pour vous proposer un retour d'expérience, un retour de terrain. Alors effectivement, je travaille pour la LPO nationale, donc des petits mots de présentation, sur les programmes de conservation des grands rapaces depuis une bonne vingtaine d'années. Je coordonne les programmes de réintroduction des espèces donc, de vautours en particulier et puis des actions également transversales qui visent à assurer la sauvegarde de ces espèces. Alors vous imaginez bien que lorsqu'on réintroduit ces espèces, on s'assure que l'habitat est en capacité de recevoir ces espèces et il y a un travail de fond et souvent au préalable pour apprécier les menaces auxquelles ces espèces pourront être confrontées et essayer avec les différents partenaires des territoires concernés de prévenir, voire de supprimer les menaces. Donc ça implique un travail important en amont et ça implique également l'investissement de nombreuses personnes. Alors je pense que je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition sur les vautours, vous avez pu voir les kakémonos où on a voulu en fait proposer une exposition un peu différente de ce qu'on fait habituellement en termes d'exposition naturaliste avec des belles photos. L'objectif, c'était justement de pouvoir interpeller et d'inviter les gens à venir, à s'interroger et à venir poser des questions. Bon, vous avez levé la tête, vous avez pu voir des maquettes quasiment au format 1 par 1. Donc c'est quasiment les envergures des oiseaux que je vais vous présenter, bien que ces oiseaux soient un peu plus grands, à vrai dire. Mais vous dire que en fait, ces programmes-là, c'est une aventure humaine qui implique de nombreuses personnes. Alors nous sommes professionnels puisqu'on est également salariés sur ces questions, mais de nombreuses personnes bénévoles, des gens de la société civile, des gens également des institutions participent à ces programmes-là et on peut considérer que c'est plusieurs milliers de personnes qui participent à la mise en place de ces programmes. Alors en France, c'est assez particulier, et même en Europe, on peut le dire, puisque les programmes que nous conduisons ne pourraient être conduits si on n'avait pas le soutien de la Commission européenne qui, aujourd'hui, investit réellement pour que nous puissions retrouver une biodiversité qui soit restaurée, tout simplement. Alors, déjà, je prends du retard sur mon diaporama. Alors, vous m'excuserez, je vais avoir du mal à faire les deux en même temps, mais je vais quand même essayer de vous présenter, de suivre le fil conducteur de mon diaporama. Alors effectivement, cette discussion intervient dans un cycle thématique proposé par l'Alcazar avec en premier lieu une conférence qui était prévue sur le réensauvagement
de l'Europe par une présentation qui devait être faite par Béatrice et Gilbert Cochet. Alors moi déjà, cette notion de réensauvagement de l'Europe nous en dit long sur la perception qu'on peut avoir de la nature, puisqu'en fait ce réensauvagement par opposition existe puisqu'on a domestiqué la nature. Donc c'est une notion qu'on pourrait traduire un peu différemment. Donc je vais vous présenter les programmes que nous conduisons en vous mettant une petite vidéo que je devrais pouvoir engager en faisant ceci. Alors vous m'excuserez, hop, sur les manipulations. Normalement, je devrais pouvoir la récupérer. C'est bon, super. Alors, je vais vous parler des vautours. Effectivement, les vautours semblent nous parvenir d'un autre temps ou d'une autre faune. Alors oui, les vautours nous parviennent bien d'un autre temps, puisque c'est ce temps où Homo habilis côtoyait Homo erectus. Ils ont rencontré également l'homme de Néandertal, puis ont côtoyé après Homo sapiens. C'est quelle rencontre, puisqu'il aura fallu pratiquement 1,465 millions d'années pour que ces espèces extrêmement spécialisées, qui ont su traverser les temps pour nous parvenir, soient précipitées dans une phase de régression sans précédent. Alors oui, les vautours étaient présents globalement sur le vieux continent. Et les vautours tels que nous les connaissons aujourd'hui, les espèces telles que nous les connaissons aujourd'hui, il y a 1,5 million d'années. Pour le territoire de la France métropolitaine, les plus vieilles traces en fait, de vautours remontent à 33 millions d'années. C'était une espèce qui a disparu, Padirax gervasi, qui a été découverte dans le Puy-de-Dôme. Donc il n'y a pas... voilà. Les vautours étaient également connus historiquement dans des Bouches-du-Rhône, puisque les riverains de la plaine de Crau, les propriétaires du Coussou au pied des Alpilles connaissaient bien les vautours. Lorsqu'ils emmenaient leurs animaux vers les packages, que les chiens, les bêtes de somme et les ruminants mourraient pour des causes diverses, les vautours arrivaient pour se nourrir du placenta, pour se nourrir des fœtus et pour se nourrir des cadavres avant toute émanation délétère et avant toute émergence de pathogènes. Vous me pardonnerez mes petites manipulations. Alors, premier constat, effectivement, les cadavres existent depuis l'apparition de la vie, et ce, depuis du secondaire au quaternaire. Même processus d'équarrissage in natura. Deuxième constat, l'arrivée de l'espèce humaine a été suivie par la disparition de nombreuses espèces. Les mégaespèces à l'époque préhistorique, les mégaespèces de plus d'1 tonne, et à l'époque historique, les espèces les grands herbivores de 100 à 1 tonne, style le roc. De trop nombreuses espèces d'herbivores et de carnivores terrestres sont en danger d'extinction. Aujourd'hui, vous avez tous conscience que les mammifères terrestres représentent 60%, sont représentés à 60% par le bétail domestique. La faune sauvage, les mammifères terrestres de la faune sauvage représentent que 4%. Alors, troisième constat. Effectivement, une soustraction de la source organique pourtant existante. Les animaux morts sont dirigés majoritairement vers un service d'équarrissage ou vers la consommation. Et les cadavres de petites espèces, notamment, sont extraits du milieu naturel, par exemple par la chasse. Alors, en France, on a une politique d'équarrissage. L'État français a une politique d'équarrissage industriel qui vise à prendre en charge tout animal mort dans la nature, que ce soit des animaux
en estive ou des animaux morts en exploitation. Donc, bien évidemment, on soustrait une partie de la ressource alimentaire de ces oiseaux. Pourtant, ces écosystèmes qui se sont appauvris d'une des composantes naturelles de la litière, les cadavres de vertébrés, le sol ne sait pas gérer cet amas de matière organique s'il n'a pas été transformé au préalable par des recycleurs. Vous comprenez que les vautours, par exemple, interviennent comme des équarrisseurs qui vont morceler la matière organique pour restituer une partie de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, c'est le cycle du carbone, dans le sol. Les nécrophages de vertébrés permettent donc la restitution au sol de la matière organique macroscopique. Les micro-organismes prendront le relais. Alors, les vautours sont, comme les rapaces, ce sont des animaux extrêmement spécialisés. Ce sont des animaux extrêmement spécialisés, et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de nous parvenir. On peut prendre l'exemple, par exemple, du gypaète barbu. Donc, ce gypaète barbu a côtoyé un autre vautour qui était bien plus grand que lui, puisqu'il faisait pratiquement 8 mètres d'envergure. C'était le vautour malte, qui a disparu, bien évidemment, mais dont on a retrouvé les traces globalement sur toutes les îles de la Méditerranée, avec le gypaète barbu. C'était un oiseau qui était plutôt spécialisé sur les grands herbivores, et à la fin de la glaciation, avec la disparition de ces grands herbivores, il a disparu. Le gypaète barbu, lui, s'était spécialisé essentiellement sur la consommation d'os et sur des plus petites espèces, et il a pu nous parvenir parce qu'il a eu cette stratégie alimentaire. Alors, un prédateur ou une espèce polyphage qui va avoir ou omnivore, qui aura un spectre alimentaire beaucoup plus large, bien évidemment, présente une capacité à résister au risque d'extinction et à l'évolution de son environnement. Ben non, les vautours, eux, se sont spécialisés au risque, effectivement, d'avoir plus de difficultés pour surmonter les événements stochastiques ou les événements liés à des perturbations, par exemple, anthropiques. Donc les vautours sont extrêmement spécialisés. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle des vautours, souvent les gens pensent rapaces prédateurs. Non, les vautours ne sont pas des prédateurs. Ils ont des dispositions morphologiques qui leur permettent de prélever de la nourriture, mais ils n'ont pas de dispositions morphologiques qui leur permettent de prédater. Donc le stimuli des vautours qui va provoquer le comportement qui va provoquer la curée, c'est l'immobilité ou les positions des animaux morts. Les positions tout à fait l'immobilité notamment. Si on prend l'exemple d'un prédateur, c'est le mouvement qui provoquera le comportement de recherche alimentaire. Alors les vautours ont aussi, bien évidemment, ce sont des rapaces, donc ils ont une capacité optique particulièrement efficace, puisque ils sont capables de voir de près, de voir de loin. Un vautour fauve, par exemple, à près de 4000 mètres, est capable de déceler un objet de 30 cm sur le sol. Ils ont également des yeux, une résolution optique assez efficace, avec un champ visuel à 110 degrés. Ils ont la capacité de tourner leur tête à 270 degrés. Et surtout, ils ont un système digestif relativement efficace, puisque vous imaginez bien que les vautours évoluent dans des contrées également. Souvent, quand on pense aux vautours, on pense à ces grandes scènes de la faune africaine. Et sur ces territoires-là, il y a aussi des foyers des foyers pathogènes comme la brucellose, l'anthrax, etc. Les vautours interviennent sur ces espaces et par leur intervention endiguent rapidement
les risques d'émergence de pathogènes, souvent en intervenant suffisamment vite avant que les diptères n'apparaissent et participent à la dispersion d'éventuels pathogènes. Donc, ils ont un système digestif qui est particulièrement efficace, puisque en fait, leur bol alimentaire va être soumis à une digestion chimique. Entre le jabot et l'estomac, les aliments seront soumis à un pH neutre de 7 jusqu'à l'estomac où le pH est de 1. Donc, il n'y a pas grand-chose qui puisse résister en fait à un tel traitement. Donc, vous l'avez compris, leur digestion, elle est chimique, contrairement à notre système digestif. Et alors, si on prend par exemple également le vautour fauve, qui est bien connu de tous, ce vautour avec ce long cou et cette collerette, il est aussi particulièrement adapté pour intervenir sur le bétail, avec cette collerette qui lui sert de bavette, ce long cou qui lui permet de prospecter dans le cadavre, et puis un bec relativement puissant pour pouvoir couper le cuir des herbivores. Il n'est absolument pas équipé pour reprendre quoi que ce soit avec ses pattes, ni pour blesser avec ses pattes, puisque ses pattes, ce sont des pattes qui sont faites pour marcher ou pour pousser. Voilà. Alors, si on parle encore des singularités et des particularités des vautours, vous l'aurez compris également, puisque je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont un peu spécialistes de ces espèces-là. Nous avons 4 espèces de vautours en Europe, et ces 4 espèces de vautours interviennent de manière complémentaire sur un cadavre. J'évoquais le vautour fauve qui a un bec particulièrement puissant pour pouvoir couper, c'est un ciseau. C'est souvent l'oiseau qui va intervenir le premier sur un cadavre. Donc il va ouvrir le cadavre, il va consommer généralement les muscles, les parties molles de l'animal mort. Il sera suivi souvent par le vautour moine. C'est un grand vautour, plus grand que le vautour fauve. Je vous montrerai des photos ensuite. Et le vautour moine, lui, il va plutôt consommer des parties dures, les aponévroses, les cartilages, tout ce qui est un peu dur. S'en suivra ensuite le gypaète barbu, vous imaginez, donc ces 2 vautours sont intervenus. Alors, une particularité également du vautour fauve, généralement quand il intervient sur un cadavre, il intervient en nombre. C'est un animal qui est plutôt grégaire et c'est ce qui lui permet en fait de garantir son succès de prospection alimentaire. Et c'est assez remarquable, souvent sur les territoires, des éleveurs nous disent spontanément, on a vu plusieurs vautours arriver pour libérer la brebis qu'on avait mise sur notre placette, une placette d'équarrissage dédiée aux vautours. Et en fait, ces oiseaux sont capables de prospecter de larges territoires. Quand je dis de larges territoires, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et ils sont tous, donc ils vont prospecter en rangée et tous en visu les uns des autres, mais donc sur un espace qui va être très étendu, ce qui leur permet tout de suite de pouvoir déceler un cadavre dès qu'ils voient un vautour plongé. Les autres vautours vont venir dessus. Donc on a une arrivée qui peut être assez rapide en fait des vautours. Et bien évidemment, avec les programmes que nous conduisons et le confortement de la population de vautours fauves, plus les effectifs sont importants, plus la population de vautours fauves est efficace dans sa prospection alimentaire. Et le délai entre la mort d'un animal et l'intervention des vautours est bien évidemment plus réduit. Alors lui, par contre, le vautour moine, lui, il va arriver souvent en couple, parce que c'est un animal qui est particulièrement fidèle, et c'est assez amusant d'ailleurs quand on le voit sur... c'est lui sur une curée, par exemple, il vient en couple. Alors souvent, ils sont relativement affectueux, le mâle et la femelle, et eux donc vont consommer, comme je le disais tout à l'heure, les parties dures du cadavre. Mais bon, imaginez 2 vautours moines qui arrivent sur une curée où vous avez une centaine de vautours fauves, il faut faire sa place. Donc lui, il a une technique, il ouvre un peu ses ailes, il gonfle ses épaules et puis il fonce dans la mêlée. Il n'y a pas d'agressivité entre eux. Généralement, je vais y venir. Je vais y venir.
Mais c'est bien, parce que vous allez voir que j'ai tendance à partir et quelquefois je lance une piste et donc il faut ramener moi à l'idée de départ. Alors, oui, le niveau de satiété en fait, des vautours va déterminer celui qui va accéder le premier à la carcasse. Il n'y a pas de hiérarchie par catégorie d'âge. On pourrait considérer que les individus adultes et les individus les plus expérimentés vont accéder les premiers à la carcasse. Alors non, c'est vraiment le niveau de satiété, le niveau de faim qui va faire que les vautours seront plus offensifs pour accéder à la carcasse. Mais il n'y a pas d'agressivité entre les différentes espèces de vautours. Alors on y vient, le vautour moine effectivement va intervenir. Une fois que ces deux espèces sont intervenues, il ne reste plus grand-chose du cadavre, puisque vous allez retrouver en fait un squelette qui va être dénudé, quasiment blanchi. Donc il n'y aura plus de matière carnée sur le cadavre. Et c'est là qu'intervient le vautour percnoptère. Alors le vautour percnoptère, il a une particularité sur les 4 espèces de vautours européens. 3 espèces sont sédentaires. Le vautour percnoptère, lui, c'est pareil, je vous réserve les photos après. Le vautour percnoptère, lui, c'est un migrateur transaérien. Il vient uniquement nous visiter pour se reproduire. Et ensuite, il repart très rapidement. Et souvent, les jeunes repartent avant les parents, d'ailleurs, vers la zone du Sahel, donc Mali, Sénégal, etc., où il passera l'hiver. Alors lui, c'est un picoreur. Il a un bec qui est relativement fin. Il est beaucoup plus petit que les autres, puisqu'il fait 1,80 m d'envergure. Il fait environ 3 kg, alors que les autres font pratiquement 3 mètres d'envergure, avec un poids qui peut aller entre 5 à 7 kg. Donc vous voyez, c'est quand même pas les mêmes animaux. Alors lui, il va intervenir quand même, il viendra un peu avant. C'est-à-dire qu'il va se mettre autour de la curée et puis il va ramasser les menus fragments qu'il trouvera autour du cadavre. Et puis, une fois que le vautour fauve et le vautour moine auront fini de s'alimenter, eh bien, le vautour percnoptère viendra nettoyer les os de ces menus fragments. Et puis arrive le gypaète barbu. Alors lui, c'est l'espèce un peu emblématique. Nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est l'espèce qui est certainement la plus singulière par son comportement, par son mode alimentaire, par son aspect, puisqu'il ne ressemble pas vraiment à un vautour. Gypaète barbu, gypaètos, donc gyp pour en grec vautour, aétos pour aigle. Donc les gens avant pensaient que c'était un aigle. Il était bien connu des Pyrénées, bien connu des Alpes, et il pensait que c'était un aigle. Lui, il a un bol alimentaire qui est essentiellement constitué d'os, puisqu'il adulte, il consomme entre 70% à 80% d'os. Vous verrez tout à l'heure, je vous mettrai quelques images où vous allez le voir consommer des os. Donc c'est le dernier qui arrive, et souvent il va attendre. Alors c'est pareil, on ne va pas le voir arriver tout de suite, on ne le verra même pas à la jumelle. Et une fois que ces 3 compères, ces 3 congénères ont fini de s'alimenter, on voit arriver un gypaète, et parfois 2, et parfois 3. Alors attention, ce sont des espèces extrêmement rares, même le vautour fauve, puisque globalement ces 4 espèces de vautours sont en voie de régression partout dans le monde. C'est assez paradoxal qu'aujourd'hui, les seules populations dont on peut estimer que les effectifs sont plutôt en évolution timide, mais néanmoins progressent, c'est en Europe. Alors que ce sont des oiseaux qui ont tous, je pense que vous avez tous ça en tête, ces grandes images de la faune sauvage en Afrique. En Afrique, toutes les populations de vautours s'effondrent. On a aussi des images un peu similaires en Asie. Toutes les populations de vautours en Asie s'effondrent. Les seules populations qui sont en cours de reconstitution, c'est les populations européennes de vautours, parce qu'on met en place des actions fortes de conservation. Mais une fois que j'ai dit ça, globalement, ce sont toutes des populations constituées par de très, très, très faibles effectifs. Un peu moins pour le vautour fauve, vous le verrez tout à l'heure, mais beaucoup plus pour les 3 autres espèces de vautours, parce que, par exemple, en France, une population d'une de ces espèces-là ne compte pas plus de 80 couples. Donc c'est... voilà, on peut en mesurer en fait la grande vulnérabilité.
Oui, on peut l'expliquer. Alors c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que vous imaginez qu'en France, en Europe, on a des systèmes d'équarrissage industriel. Globalement, mais on y reviendra aussi, globalement, on a pu en fait restaurer une partie de ces populations. J'ai bien une partie parce que c'est pas fini. Parce qu'à un moment donné, l'État français s'était engagé à équarrir tous les animaux morts. Mais vous imaginez bien qu'en zone de montagne, ou sur des sites peu accessibles par le service d'équarrissage, ces animaux finissent en nature. Alors, quand c'est trop près des exploitations, les éleveurs avaient pris l'habitude, dans certains territoires, de cacher ces animaux morts, soit en les balançant dans un aven, en milieu karstique, vous imaginez les dégâts que ça peut faire, notamment sur les nappes phréatiques, ou alors dans un fossé, etc. On a un système d'équarrissage industriel, on a pu, malgré tout, restaurer de manière réglementaire le rôle des vautours pour permettre leur retour, afin que ces vautours puissent libérer les estives de montagne et les parcours pastoraux des animaux morts. En Afrique et en Asie, le seul moyen d'équarrissage, ce sont les vautours et les autres nécrophages opportunistes. Il n'y a pas de système industriel d'équarrissage. Effectivement, en Afrique, on assiste à un effondrement dramatique des populations de vautours avec certainement des risques majeurs pour la santé publique, puisque si les animaux, vous imaginez qu'un éléphant qui meurt en savane et qui n'est pas rapidement équarri par d'autres nécrophages, ne va pas se décomposer et c'est un foyer pathogène considérable. Pourquoi ces espèces sont en voie d'extinction en Afrique? Tout simplement parce qu'il y a des campagnes d'empoisonnement et des campagnes d'empoisonnement qui sont organisées par les gouvernements, notamment, alors c'est pas la première cible en fait de ces campagnes d'empoisonnement, ce ne sont pas les vautours, c'est essentiellement les grands prédateurs, que sont les lions notamment, et notamment en période de pluie, où souvent les lions ont moins de chances dans leur prélèvement alimentaire, puisqu'en fait les herbivores se dispersent. Et donc c'est plus compliqué pour eux d'attraper leur proie. Et il peut y avoir des accidents dans des villages. Donc il y a des campagnes d'empoisonnement qui sont organisées, je pense à la Tanzanie, à la Namibie, dans différents pays d'Afrique, à partir d'une molécule qui est produite en Europe, un carbamate qui est strictement interdit d'usage et de détention en Europe, qui est utilisé, qui est toujours produit en Europe et qui est vendu en Afrique et en Asie, et qui revient sous le manteau en France également et en Europe, ça on en reparlera également tout à l'heure. En Asie, on a été confronté à une autre situation. Vous savez, ce sont des espèces qui sont particulièrement sensibles aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et quand vous êtes un paysan indien et que vous avez une vache qui vous permet d'assurer la survie de votre famille, donc c'est vraiment des tout petits élevages de subsistance, lorsque cette vache a quelques douleurs, a de l'arthrose ou on lui donne un petit anti-inflammatoire. Et pour les Indiens, dans différentes régions d'Asie, les vautours, ce sont les recycleurs naturels. Donc il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas d'appréhension vis-à-vis des vautours. Ces vaches finissent, sont proposées aux vautours. Et les vautours se nourrissent de ces animaux qui ont pu être traités à partir d'anti-inflammatoires. Et donc c'est mortel pour les vautours. Je pense à certaines molécules notamment. Et on a assisté à l'effondrement de certaines populations d'espèces de vautours en Asie de l'ordre de 80 à 90%. Donc c'est considérable. Vous aviez les tours du silence également qui permettaient aux Parsis de pouvoir inhumer leurs morts, puisque en fait ils les offraient aux vautours. Ils se sont retrouvés aussi dans une situation un peu paradoxale, puisqu'il n'y avait plus de vautours pour venir procéder à la cérémonie mortuaire. Donc il a fallu qu'on se rapproche en fait de zoos qui avaient encore des vautours en captivité et d'organiser des ouvertures de volières pour que les vautours de zoos puissent aller sur les hôtels funéraires, libérer les corps qui étaient déposés sur ces... voilà. Donc des situations qui sont
assez. Donc le paradoxe, c'est effectivement les grandes populations de vautours telles que nous les connaissions en Asie ou en Afrique sont en voie d'extinction, et les seules populations en cours de restauration, je ne dirais pas qu'elles sont sauvées, hein, mais en cours de restauration, ce sont les populations européennes, avec un bastion. Le bastion des populations de vautours européennes, c'est l'Espagne et ensuite la France. Voilà. Alors une histoire qui est longue, puisque vous savez que je vous parle depuis tout à l'heure de programmes de conservation, mais pourquoi on a engagé des programmes de conservation? Pourquoi on a engagé des programmes de restauration de ces populations? Parce qu'à un moment donné, ces espèces ont été également soumises à une pression forte. Je vous ai dit tout à l'heure, le gypaète barbu, par exemple, le vautour fauve, on a des traces qui nous permettent d'affirmer que ce sont des oiseaux qui étaient présents en Europe il y a 1,5 million d'années. Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Ces oiseaux ont pu, et vous mesurez l'importance, le gypaète barbu ne consomme que des os, en grande partie. Malgré tout, il a pu traverser les âges et nous parvenir. Et il a fallu effectivement attendre la fin du 19e, courant 19e, et puis début du 20e siècle pour assister en fait à une chasse, à une guerre sans merci sur les rapaces. Ça a été assez catastrophique, puisqu'on versait des primes, on alimentait des cabinets de curiosité, on recherchait des trophées, et ça a été assez impitoyable. Vous pouvez voir ces photos-là. On peut considérer, je vais prendre l'exemple du gypaète barbu, ce gypaète qui, pour nous, un peu spécialiste de ces espèces-là, c'est un peu l'espèce emblématique. Pourquoi? Il faut peut-être quand même que je vous dise ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, parler de la conservation du gypaète barbu, c'est parler de la conservation, enfin de la restauration de l'ensemble de la guilde de nécrophage. Vous ne pouvez pas restaurer cette espèce si au préalable, vous n'avez pas assuré la protection et la restauration de l'ensemble de la guilde de nécrophage. Donc c'est en fait une espèce porte-drapeau. Le fait qu'on puisse aujourd'hui parler de la réintroduction du gypaète barbu, c'est qu'on a déjà gagné une bataille. C'est qu'on a les autres espèces, et ce gypaète doit pouvoir retrouver des espaces qu'il a connus il y a très très longtemps. Alors, les premières, on peut considérer qu'en fait ça a commencé en 1855, où le gypaète barbu a été éradiqué, mais éradiqué totalement d'Allemagne, en 1913 d'Italie, en 1935 de France. Le dernier gypaète barbu connu, c'était un oiseau qui a été tiré dans le Mercantour, qui a été exposé ensuite dans un musée. C'était en 1935. Après, voilà. Il a fallu attendre les années 1960 pour qu'on puisse commencer à envisager des actions pour permettre le retour de ces oiseaux. Mais on a commencé à réfléchir à ça, vous verrez pourquoi ensuite. Vous avez vu cette photo, donc une photo au Pays Basque, là où on voit des vautours fauves sur une perche. Donc là, c'est vraiment un trophée. Et puis on prenait plaisir donc, à s'exposer avec ces oiseaux. Donc l'élite assise sur le banc, les bancs, et puis sur le banc, et puis donc avec les porteurs de ces oiseaux. Mais regardez la photo des chouettes là, les photos des chouettes qui sont exposées. C'est pas une vieille histoire puisque c'est une photo qui a été prise en 2021 où on cloutait. Donc c'est vrai que vous le savez, dans notre on a pu le lire dans des livres d'école ou dans des récits. Oui, on clouait en fait des nocturnes sur les portes des granges pour se protéger du mal, etc. Ben voilà, donc en 2021, une chouette est clouée à une planche dans une propriété dans le Jura. Alors encore une fois, on est là, on est toujours au Pays Basque espagnol. Et vous verrez que tout à l'heure, je vous ai mis une première diapo avec un titre
des Pyrénées aux Alpes, c'est là que tout a commencé et vous comprendrez pourquoi. Là, c'est pareil, donc on est encore au Pays Basque, donc c'était quand même une pratique relativement courante. Là, 96 rapaces pendus à l'extérieur d'une maison d'un garde-chasse entre Toulon-sur-Arroux et Autun, dans le département de la Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en 1903. Parmi eux, plus de 6 balbuzards, une bondrée à Pivors, 3 autour des Palombes, on parlait de l'autour des Palombes tout à l'heure, un hibou et de nombreuses buses communes. Alors ça a commencé, la protection de la nature en France, et on peut le dire comme ça. C'est vrai que c'est intéressant en fait, de parler des rapaces quand on parle de restauration de la biodiversité, puisqu'en fait la restauration de la biodiversité s'appuie également sur des textes réglementaires. Pour pouvoir commencer à protéger, il faut obtenir des aménagements législatifs et réglementaires afin de responsabiliser la société civile et puis les usagers pour permettre la protection de ces espèces. Ça a commencé en 1902 à l'occasion de la Convention internationale de Paris pour les oiseaux, utiles à l'agriculture. Alors c'est vrai que pour pouvoir commencer à protéger les oiseaux, il fallait qu'on fasse la démonstration qu'ils étaient utiles à l'agriculture. Je vous ai parlé de la domestication tout à l'heure. On peut considérer qu'effectivement, à partir du... en gros, on parle de la 6e extinction. La 6e extinction a démarré à la fin du Quaternaire, mais elle s'est accélérée grandement à partir de la domestication de l'agriculture et puis ensuite avec l'industrialisation de notre société. En 1928, le vautour fauve était protégé par les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Voilà, ça a commencé là-bas. Dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque, on a eu le premier arrêté de protection des vautours. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le dernier gypaète barbu en 1935, qui a été tiré dans les Alpes. Vous en avez la photo là. En 1950, naissance de l'ornithologie pyrénéenne. Je vous ai mis une petite photo en bas qui a été prise dans les années 60 par deux amis, les frères Terrasse, donc Michel et Jean-François Terrasse. À l'époque, on pensait que on avait éradiqué en fait les populations de vautours en France. Et ces deux passionnés, qui étaient pharmaciens à Paris, et qui avaient une maison de famille, et qui ont toujours une maison de famille au Pays Basque espagnol, se sont pris de passion pour les rapaces. Et en prospectant, ils ont trouvé en fait le premier couple de vautours fauves dans les Pyrénées. Alors en fait, le vautour fauve n'avait pas complètement disparu de France. Il restait un tout petit noyau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ça, c'est la photo du premier couple qui a été découvert. Je vous dis ça parce que je voudrais rendre hommage à Michel Terrasse, qui est décédé dernièrement, il y a une semaine. Ça a été en fait un guide pour bon nombre d'entre nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on lui doit la protection des rapaces et on lui doit globalement toutes les actions qu'on conduit en France pour restaurer notre biodiversité. Alors en 1959, découverte de la première aire de gypaète barbu dans les Pyrénées françaises. Ben oui, le gypaète n'avait pas non plus disparu des Pyrénées françaises parce que les Pyrénées sont frontalières avec l'Espagne. Et en Espagne, il y avait un tout petit noyau de population. On a pu retrouver donc le gypaète. C'est pareil, on est toujours au Pays Basque, mais là côté français, avec les premiers indices de présence de l'espèce. C'était le seul, en fait, c'était les seuls noyaux de population de ces deux espèces de vautours qui ont pu résister en fait à cette période sombre et qui étaient dans les Pyrénées. En 62, donc protection du gypaète barbu, des vautours, du circaète Jean Leblanc. Alors c'était une protection relative, puisqu'en fait,
une protection qui était assurée dans des arrêtés fixant la liste des espèces non chassables, donc en période de chasse. Donc c'était des espèces qui n'étaient pas chassables en période de chasse. Mais on les tirait quand même. En 64, une date historique, encore une fois, un congrès qui a eu lieu à Caen, et là c'était vraiment un congrès sur les rapaces. Donc là, on n'était plus sur les oiseaux utiles à l'agriculture, hein, on s'est intéressé donc aux rapaces, et là, un congrès qui a été aussi impulsé par les frères Terrasse, hein, que je citais tout à l'heure. Alors en France, globalement, hein, sur toute cette période-là, vous l'avez compris, aucune protection nationale, mais des exceptions départementales à l'occasion des arrêtés de chasse, qui fixaient donc les listes chassables, enfin les listes des espèces chassables, excusez-moi. Dans chaque département, l'arrêté annuel d'ouverture et de clôture de la chasse, en général, pouvait comprendre des rapaces. Et les causes principales de destruction sur toute cette période un peu sombre, c'était effectivement la chasse, les piégeages, les destructions, les mutilations directes, les empoisonnements qui étaient souvent dirigés à l'intention des carnivores, petits et grands, mais pas que. Les pillages d'air. Alors effectivement, l'aigle royal a été pas mal soumis en fait au pillage d'air pour différentes raisons. Alors on allait piller une aire d'aigle royal, notamment pour pouvoir se substancer également, hein, surtout dans certaines zones. Des gens montaient dans les airs pour récupérer en fait la proie des aigles royaux, comme un lièvre par exemple, et ils redescendaient ce lièvre pour pouvoir le cuisiner ensuite. On a pillé des airs également pour la fauconnerie. Donc la fauconnerie a profité énormément de pillage d'air. On a pillé des airs également pour des collections diverses. Les trophées et les captures pour les collections et les parcs zoologiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure également, hein, les cabinets de curiosité qui ont fait aussi fureur pendant un temps. Alors la principale cause étant alors la destruction volontaire des spécimens, des particuliers et des sociétés distribuaient des primes, hein, à l'époque pour la destruction de rapaces. Hein, on a pu avoir 100 000 primes distribuées par an, donc c'est quand même assez considérable. Des fabricants d'armes organisaient également des concours de destruction. Hein, en 1963, sur la commune de Leucate, pas moins de 700 bondrées ont été abattus. Toutes les espèces de rapaces sur cette période-là ont vu leur population chuter de 40 à 70%. Alors, en 30 ans, quand on considère l'importance des rapaces sur les écosystèmes, et puis si on parlait d'agriculture tout à l'heure, et pour l'agriculture, c'est assez affligeant. Là, je voulais vous mettre cette image-là parce que je vous ai dressé un portrait du gypaète avec cet oiseau remarquable, etc. Mais vous voyez, il a été aussi craint parce que voilà, le gypaète ou faine des Alpes, animal doué d'une grande force, mais sans fierté et sans courage, c'est un fléau redoutable pour les troupeaux. L'homme lui-même n'est pas à l'abri de leur voracité. Alors c'était souvent alimenté en fait par une méconnaissance, je pense. Et puis vous avez vu, le gypaète, il s'arbore aussi d'une couleur orange. Alors, pour les gens, c'était un oiseau sanguinaire. Cet orange, en fait, il le tenait des animaux qui le tuaient sans vergogne. On continue, en 64, ça va, vous suivez? Oui. En 64, protection des aigles, du pigargue, du balbuzard pêcheur et du grand-duc. Vous voyez, c'était vraiment en fait une protection par espèce. Hein. Donc il fallait valoriser ces espèces-là et puis essayer d'obtenir petit à petit des avancées sur le plan réglementaire. 72, premier texte de protection des rapaces avec la publication de l'arrêté de 72 qui abrogeait la chasse aux rapaces en 1972. Et 76, la loi de protection de la nature qui régit, c'est le texte fondateur aujourd'hui de tout ce qu'on fait globalement en termes de protection de la nature et de la biodiversité. C'est une loi qui est au bénéfice de toutes les espèces, hein, qu'elles soient végétales ou animales. Allez, on parle un peu de ces oiseaux, juste pour vous donner une petite des cartographies de l'aire de distribution actuelle.
de ces oiseaux, parce que souvent, lorsqu'on parle de ces espèces-là, effectivement, on a le sentiment que c'est des espèces plutôt exotiques, mais non, j'insiste bien, c'est des espèces qui font partie de notre faune. Donc voilà, ça c'est l'aire de distribution actuelle du vautour fauve. Autrefois, globalement, des Alpes aux Pyrénées, vous aviez un bandeau jaune. Hein, on a pu avoir, alors on a des traces en fait du vautour fauve jusqu'en Bretagne. On n'a pas de preuve qu'il était reproducteur en Bretagne. Donc c'est certainement des erratiques, des jeunes oiseaux qui vont prospecter au-delà de l'aire de distribution originelle. On a la certitude qu'il était reproducteur globalement sur tout le nord du Massif central et d'une ligne qui part du Massif central des Alpes en passant par le Massif central jusqu'aux Pyrénées, d'accord ? Mais il remontait quasiment jusqu'à Lausanne et Genève, sans problème. Il était nicheur également en Allemagne. Donc c'est certainement l'espèce qui a eu l'aire de répartition la plus septentrionale, peut-être également avec le vautour moine. Donc une photo du vautour fauve qui a dû se faire attendre, je pense, parce que j'en ai parlé pas mal, et je ne vous ai pas montré de photo. Alors, tout à l'heure, tu me parlais des caractéristiques un peu de ces oiseaux-là. Alors, je vais le dire, 2,60 m, si je me trompe, tu me le dis, 2,60 m d'envergure, à peu près. C'est 2,60 m d'envergure pour 7 kg. Donc, il a une charge à l'air qui est quand même... c'est un oiseau lourd. Donc, c'est pas un voltigeur. C'est un oiseau qui a des ailes assez larges, mais assez larges pour prendre en charge ce poids, 7 kg. J'ai pu avoir un journaliste une fois qui m'a appelé, puisque vous savez qu'il y a aussi une presse à sensation qui s'empare un peu des sujets interaction vautour-élevage. Globalement, sachez que nous, on travaille avec les éleveurs sur une grande moitié, enfin sur toute cette zone d'intervention que je vous ai fait voir, cette aire de distribution, où là, on a un réseau de placettes en fait, qui est mis en place en faveur des éleveurs. C'est-à-dire qu'un éleveur qui a besoin en fait, de gérer les mortalités sur son troupeau fait appel à nous. On instruit une placette d'équarrissage, donc c'est un espace dédié. Alors parfois avec une dalle qui permet d'assurer l'étanchéité, mais bon, une placette qui est judicieusement positionnée sur laquelle l'éleveur va venir déposer les mortalités de son troupeau. Donc quand une brebis meurt, au lieu d'appeler le service d'équarrissage qui doit passer normalement dans un délai de 48 heures et qui souvent passe dans un délai d'une semaine, alors en hiver on peut se dire bon, c'est pas très gênant, bien qu'un éleveur n'aime pas avoir des animaux morts sur son exploitation, surtout quand il est en période de vélage où il va donner naissance à des agneaux par exemple. S'il a de la mortalité, il n'aime pas trop. Et puis, bon, même vis-à-vis des voisins, il n'aime pas. Donc, il aime bien qu'on puisse libérer très rapidement ces animaux morts. Mais en été, imaginez, une semaine. Vous passez au bout d'une semaine, vous prenez la brebis, vous tirez sur la patte et elle vous reste dans la main. Donc, c'est pas admissible. Alors, ces éleveurs, souvent, font appel à nous. On leur crée une placette et spontanément, les vautours vont prospecter. Et si effectivement il a déposé un animal, une brebis de 80 kg, une chèvre, sur cette placette-là, les vautours vont intervenir. Et une fois qu'ils interviennent, c'est assez efficace. En une demi-heure, vous n'avez plus rien. Donc en une demi-heure, pour une brebis de 80 kg, en une demi-heure, vous n'avez plus que le squelette. Vous n'avez plus de matière carnée et le squelette va être blanc. Donc c'est quand même assez efficace. Oui, je me suis perdu. Alors je reviens. Donc j'ai pu avoir une fois, souvent, puisque donc dans cette presse à sensation qui s'empare un peu du sujet et qui aime faire de la sensation, on peut parler du loup, on peut parler des vautours, et souvent il y a une confusion loup, vautour, etc. Je le redis, nous on a des éleveurs qui travaillent avec des vautours. Les vautours, ce n'est pas un problème pour eux. Ils font du vélage en extérieur, en plein air intégral. Ils ont des brebis qui sont là, qui vont mettre bas. Les vautours sont posés dans les arbres à côté. Ce n'est pas un problème pour eux. Néanmoins, on a toujours cette presse à sensation. Et une fois, j'ai eu un journaliste qui m'a appelé en me disant « Monsieur Rabi, écoutez, j'ai eu un éleveur qui m'a garanti qu'il a vu un vautour fauve s'envoler avec un agneau dans les serres. Qu'est-ce que vous dites ?»
Alors, je vous avoue que j'étais assez embêté. Et donc, je lui ai quand même expliqué, je lui ai demandé s'il connaissait, s'il voyait ce que c'était qu'un dindon. Et j'ai eu de la chance, dans son enfance, il a pu rencontrer des basses-cours et puis il a eu une image assez précise de ce que c'était qu'un dindon. Donc, vous voyez les pattes d'un dindon. Donc, il dit, oui, tout à fait, monsieur Ramby, je vois tout à fait ce que c'est les pattes d'un dindon. Eh bien, écoutez, le vautour fauve, il a les mêmes pattes. Donc, il n'a pas la capacité de préhension. Donc, ça m'embête. Enfin, effectivement, vous me dites que vous êtes sûr de votre coup. Mais non, le vautour fauve ne peut pas transporter un animal dans ses serres. Et en plus, c'est un oiseau qui est assez lourd. 7 kilos pour 2,60 m. Il faut être un champion du vol quand même pour arriver à soulever, même s'il avait, mais il ne l'a pas, mais s'il avait des serres donc préhensibles, il faut être un champion pour pouvoir soulever même un agneau de 5 kilos, 10 kilos. Ça, vous imaginez un peu la force qu'il faudrait pour pouvoir... Donc non, c'est clairement impossible. Et le vautour moine, donc son aire de répartition, elle est beaucoup plus restreinte. Vous avez vu, alors, on a une toute petite, un petit noyau de population, mais qui est plutôt un débordement de la population ibérique, puisque en fait, on n'a pas de couple reproducteur. Alors, il faut quand même que je vous dise une chose. Quand on dessine, nous, une cartographie sur l'aire de présence des oiseaux, notre point focal, c'est il y a reproduction ou pas. Est-ce qu'on a un couple reproducteur qui est installé sur le territoire, d'accord ? Et quelle est sa zone de prospection ? Donc on part du site de reproduction et puis on dessine son domaine vital, d'accord ? Alors quand vous voyez une enveloppe jaune, n'imaginez pas que partout, là, dans cette enveloppe, il va y avoir beaucoup de couples reproducteurs. Le vautour moine, là, sur l'ensemble de cette aire de distribution que je vous présente, c'est moins de 50 couples. Donc c'est rien. Alors, pour les Pyrénées, on n'a pas de couple reproducteur côté français. Ils sont juste de l'autre côté de la frontière. Ils respectent la limite administrative, mais je pense qu'ils risquent bientôt de ne plus la respecter. Alors, moi, c'est un oiseau que je trouve assez fabuleux. Bon, il porte bien son nom, le vautour moine, puisque bon, son plumage, comme la robe du moine, sa petite tonsure dessus, et puis vous voyez, je vous parlais du couple. Là, c'est un couple. Souvent, le vautour moine, quand il vient s'alimenter sur une curée, on voit souvent le deuxième individu arriver quand il est en couple. Il vient rarement seul. Et là, c'est notre petit vautour percnoptère qui, lui, a une distribution qui est relativement fragmentée. C'est aujourd'hui la population la plus menacée en Europe. On a une population française, on a la chance d'avoir des effectifs qui sont relativement stables, mais qui n'évoluent pas. Donc c'est jamais bon signe. Comme toute population animale, vous savez, il y a des phases d'évolution rapide, des phases de palier, et puis souvent, c'est suivi d'une phase de régression. Donc on est assez inquiet. Alors, par rapport aux autres espèces de vautours, c'est une espèce qui cumule en fait les risques, puisque en fait c'est un migrateur transsaharien. En plus, aujourd'hui, c'est un oiseau qui continue à hiverner sur des zones du Sahel. C'est des zones qui sont en guerre. Il y a donc, qui dit en guerre, il y a aussi des gens qui ont faim. Donc c'est un oiseau qui a pu aussi faire l'objet de chasse. Alors il y a pour différentes raisons. Certaines populations en Afrique chassaient également les vautours pour pouvoir s'emparer du pouvoir des vautours. Donc je pense à certaines régions en fait ont consommé les yeux pour pouvoir avoir cette vue vers l'au-delà. Ce sont des oiseaux qui restent, malgré tout, un peu exposés à ce genre de choses, mais surtout, le vautour percnoptère, il peut être parfois capturé pour de la médecine locale, donc où on prépare des décoctions, etc. On a pu aussi, au Mali, rencontrer des gens avec des bacs de vautours autour du cou, et en ces périodes de guerre, on a aussi des oiseaux qui font peut-être l'objet de tirs, parce que c'est des oiseaux qui peuvent être équipés de bagues, et souvent les gens pensent que c'est des drones espions,
Donc voilà, on a pu avoir quelques cas de destruction comme ça, mais pas que. On a constaté, notamment en Éthiopie, en fait, qu'une partie de la population orientale de l'Europe, qui est aussi migrateur, mais qui ne prend pas le même chemin. Hein. Nous, notre population, pour la France, migre donc sur la partie Mali-Sénégal. Les oiseaux qui viennent de l'Europe balkanique vont migrer plutôt sur la partie Éthiopie, donc de l'autre côté de l'Afrique. Et en fait, on était assez inquiets sur le retour des vautours de migration, vautours percnotaires, où très peu d'individus revenaient. Et en organisant des prospections sur le terrain en lien avec les populations locales, on a pu faire le constat que des lignes électriques provoquaient la mort de nombreux oiseaux. Donc là, il y avait un phénomène de puits. Donc des lignes qui n'étaient pas équipées, sur lesquelles les oiseaux venaient se poser, s'électrocuter. Donc vous voyez, il peut y avoir différentes causes de mortalité, même en migration. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, étant migrateur, il est exposé à beaucoup plus de risques que les oiseaux sédentaires. Oui, il y a quelque temps, j'ai connu un vétérinaire ici à Marseille qui s'occupe de toute la faune sauvage autour, et qui m'a montré la dépouille d'un vautour percnoptère pris dans les environs à cause d'une ligne haute tension en Camargue. Ouais. Voilà. Alors sur une ligne haute tension, c'est moins évident. Ça provoque des mortalités, toujours, même en France, mais pas d'électrocution. Hein, puisqu'en fait, pour qu'il puisse y avoir électrocution, il faut que l'oiseau fasse contact entre deux câbles, par exemple. Donc les lignes de haute tension font que la probabilité est quand même... Par contre, on a de la mortalité par percussion. Hein, des oiseaux qui ne voient pas la ligne, qui vont venir percuter. Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est un oiseau qui est assez aussi fabuleux. Hein. Donc souvent en vol, les couleurs un peu d'une cigogne, un blanc avec l'extrémité des rémiges noires. Vous ne pouvez pas le rater. Alors là, c'est un de nos visiteurs. Vous savez qu'on a donc, vous l'avez vu sur la carte précédente. Hein, on a donc un bastion côté pyrénéen, c'est la plus grosse population française, qui va jusqu'au département de l'Aude. Et ensuite, les premiers couples de vautours percnoptères seront dans l'Hérault, dans l'Aveyron, mais là, ce sont de très très faibles effectifs. Hein. Vous avez un couple reproducteur en Aveyron, vous avez 2 couples dans le département... un couple dans l'Hérault, 2 couples dans l'Aveyron, et ensuite vous allez basculer vers le sud-est, et là on va sur les gros bastions, enfin sur les effectifs les plus importants, et notamment dans le Gard, hein, où vous avez entre 4 à 5 couples, l'Ardèche environ 5 couples, et les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, où on a aussi quelques couples. Hein. Sur les Bouches-du-Rhône, on a 2 couples par exemple. Et voilà l'aire de distribution du gypaète barbu. Alors le gypaète barbu, on avait un tout petit noyau historiquement, hein, donc après sa disparition, on l'a évoqué tout à l'heure, au Pays basque espagnol. Suite aux efforts engagés, aujourd'hui vous pouvez constater qu'il est de retour dans le Massif central, les Préalpes et sur l'arc alpin. Alors sur l'arc alpin, c'est l'espèce qui a bénéficié dans le monde. C'est l'espèce qui a bénéficié du plus important programme de réintroduction. C'est un programme qui a démarré dans les années 78. L'idée a démarré dans les années 78. Et il a réellement été mis en place dès 86. Il aura fallu attendre sur l'arc alpin. Il aura fallu attendre 10 ans pour assister à la première naissance en nature d'un poussin sur le massif du Bargy en Haute-Savoie. Et pour ça, il aura fallu libérer 72 poussins. Alors, je vous dis poussins parce que c'est important, hein, sur les programmes de réintroduction. En fait, ce sont des poussins qui sont issus de captivité. On en reparlera tout à l'heure. Mais quand on récupère ces poussins-là, donc, ce sont vraiment des poussins. Hein. On a toujours ce souci, en fait, que ces oiseaux ne soient pas imprégnés pour qu'ils gardent une peur de l'homme. Et pour qu'ils puissent rapidement retrouver une vie sauvage. Hein. Donc quand on les pose sur le site de libération, le site de libération, retenez ça, on appelle ça le taquet, parce que je vais en reparler tout à l'heure, le taquet. Ce sont des poussins non volants.
Donc il aura fallu quand même 72 poussins pour assister à la reconstitution d'un petit noyau de population, et ensuite à la formation d'un couple, et ensuite à la naissance d'un jeune. Alors quand je dis ça, vous savez que c'est pas une mince affaire. Le gypaète barbu, c'est un oiseau qui est plutôt longévif. En captivité, c'est un oiseau qui peut vivre une 40aine d'années. En captivité. En nature, bien moins, puisqu'il est exposé à différentes menaces. Le gypaète barbu a sa maturité sexuelle vers l'âge de 7 ans. Et réellement, il n'est reproducteur souvent, en moyenne, en France et en Europe, qu'à partir de 10 et 11 ans. Il est capable de donner un jeune par an à l'envol. Et en moyenne, réellement, il ne donne qu'un jeune tous les 3 ans. Donc vous imaginez les efforts qui ont dû être mobilisés pour assurer la survie des adultes. Parce que c'est bien de ça qu'il faut. Pour nous, les actions de conservation que nous engageons reposent essentiellement sur la survie des adultes. C'est les adultes qui vont permettre d'assurer le renouvellement des populations. Alors, un bel oiseau. Allez, en termes d'effectifs, pour que vous ayez une petite idée un peu de l'importance des populations, ben voilà, le vautour fauve, c'est environ 80 000 couples en Europe. Et dans le monde. 35 000 couples à 40 000 couples en Europe. En France, considérez qu'on a à peu près maintenant, on ne fait plus de suivi très exhaustif sur les Pyrénées, mais on a environ 3 000 couples. C'est une belle population. C'est 10% de la population ibérique. Je vous ai mis quelques indications sur les effectifs par pays. Ça vous donne une petite idée. Alors, globalement, Europe de l'Ouest, c'est une population qui est viable. On a terminé, nous, les programmes de réintroduction sur cette espèce-là. Les efforts sont concentrés maintenant sur les Balkans, puisque c'est pareil, l'espèce a disparu globalement de tout l'Est de l'Europe, des Balkans jusqu'à la Grèce. Donc il y a des gros programmes européens qui sont conduits actuellement pour restaurer ces populations-là, qui restent exposées à des menaces d'empoisonnement, d'intoxication, notamment à l'intention des grands prédateurs, le loup et l'ours. Donc il y a un gros travail qui est fait avec les éleveurs pour les sensibiliser à ces questions-là. Le vautour moine, alors c'est donc des plus petits effectifs, vous l'aviez compris, c'est environ 20 000 couples dans le monde, moins de 3 000 couples en Europe, et puis en France, 49 couples. Même stratégie que le gypaète barbu, donc c'est un oiseau dont la survie des adultes est importante pour assurer donc le renouvellement de la population et puis la restauration de la population. Ce sont des vautours. On travaille sur des noyaux de population et en fait notre objectif c'est de recréer une métapopulation. Parler de la conservation, de la restauration de ces populations-là à l'échelle d'un pays, c'est inapproprié. On restaure ces populations-là à l'échelle d'un continent ou à l'échelle d'une grande région. Et les programmes que nous conduisons, ce sont des programmes européens. L'idée, c'est de recréer différents petits noyaux de population qui soient interconnectés les uns avec les autres, des Balkans, globalement jusqu'en Afrique. Donc voilà, noyau de population, donc effectivement 49 couples, mais ces 49 couples peuvent être connectés avec les populations espagnoles.
Alors, oui, tout simplement parce qu'il y a eu une prise de conscience des pouvoirs publics beaucoup plus rapide, je pense. Le développement de l'agriculture a été différent également. Alors, il y a des problèmes aussi en Espagne, hein, puisqu'il y a de réels problèmes également d'empoisonnement. Vous savez que dans certaines régions d'Espagne, on travaille, nous, avec différents services, donc à cette échelle transfrontalière. Et on a un projet, nous, en France, hein, c'est de créer une brigade cynophile, donc spécialisée sur la détection des risques d'empoisonnement, d'intoxication volontaire. Donc, quand on empoisonne en France, à partir d'appât empoisonné, c'est strictement interdit. On a du mal à faire avancer la puissance publique là-dessus, mais on ne se décourage pas. Et je suis en lien également avec nos collègues espagnols qui ont, dans toutes les provinces d'Espagne, des équipes cynophiles très spécialisées sur ces questions-là. Et mon collègue me disait que moi, en Espagne, quand j'ai commencé à solliciter nos politiques sur ces questions d'empoisonnement, de risque, de contamination environnementale et puis de risque pour la santé publique, on m'expliquait qu'il n'y avait pas de problème de poison en Espagne. Ça a été un combat de 30 ans. Et en 30 ans, au bout de 30 ans, ils ont réussi à créer les premiers équipages cynophiles et maintenant, ils ont une police spécialisée là-dessus. Une police qui déploie tous les moyens de la police criminelle. Donc, ils font de la graphologie, ils font de la génétique, ils font, s'il faut faire déplacer des équipes cynophiles, ils font déplacer des équipes cynophiles, tous les moyens. Donc, par exemple, pour une enquête suite à la destruction d'un gypaète barbu, c'est environ 35 officiers de police judiciaire qui sont dépêchés sur cette affaire-là. Donc, vous imaginez qu'en termes de responsabilisation des auteurs d'actes de malveillance, il y a des résultats. On a pu avoir un éleveur qui avait empoisonné un gypaète barbu à partir d'une de ses brebis qui était morte, où il avait donc mis un carbamate particulièrement puissant dedans. Le gypaète barbu est venu se nourrir. L'enquête a été diligentée. Elle a duré 1 an. Ils ont fait du génotypage, en fait. Ils ont prélevé le contenu stomacal du gypaète barbu. Ils ont pu génotyper l'origine, déjà déterminer quelle est l'origine de la viande. Est-ce que c'était une brebis? Est-ce que c'était autre chose? Donc c'était bien une brebis. Et ensuite, ils ont génotypé en fait le prélèvement pour voir de quel élevage provenait cette brebis. Et ils sont remontés comme ça jusqu'à l'éleveur. L'éleveur a pris 1 an de prison ferme et 150 000 € d'amende. Ça s'est jamais vu en France, hein. Donc, ça explique également qu'il y a certainement une sensibilité un peu plus grande sur ces questions-là en Allemagne, en Espagne. Et puis, aussi, on est sur une zone méditerranéenne qui constitue un hotspot de la biodiversité. Donc, il y avait déjà un capital qui était quand même assez important. Alors, le Vautopercnoptère, c'est pareil, hein, on l'a évoqué, donc une population à très faible effectif, 12 000 à 36 000 individus, moins de 3 000 couples en Europe, et puis 88 couples globalement. D'année en année, on est entre 80, 87, 88 couples de Vautopercnoptères en France. Donc une stabilité relative qui peut rester préoccupante. Moi, je m'interrogeais, vous avez parlé de l'Asie avec cet effondrement des populations en Asie. Pardon, excusez-moi. Grosse menace, me semble-t-il, aussi en Afrique. Mais alors, qu'en est-il de la présence des vautours sur le continent américain, nord-américain, je dirais Amérique centrale, Amérique du Sud? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous aviez des informations? Vous auriez des informations aussi? Oui, bien sûr. Alors, on travaille globalement. En fait, c'est vrai que c'est des espèces assez intéressantes parce qu'elles fédèrent beaucoup. Et on travaille en réseau. Donc, c'est vraiment un réseau européen, un réseau international. Alors, sur le gypaète barbu, vous savez, on a un meeting annuel. Et globalement qui fait venir des gens d'un peu partout. On a des gens qui viennent d'Afrique du Sud, on a des gens qui viennent du Népal, et également d'Asie. Je vous ai parlé de Michel Terrasse. Il a été aussi un fer de lance pour la protection du condor des Andes.
donc en Asie, sur le continent américain. Donc, alors, une particularité, 25 espèces de vautours dans le monde à peu près. 25 espèces de vautours dans le monde. 15 sur le vieux continent, 7 sur le continent américain. Donc c'est vraiment des espèces qui se sont bien distinguées, hein, puisqu'en fait, pour le vieux continent, donc ils font partie de la famille des Acypritidés. Côté continent américain, donc les Cathartidés, la distinction, en fait, c'est ils n'ont pas de cloison nasale, hein, entre les narines pour les vautours du continent américain. Exposés aussi pas mal à des problématiques d'intoxication, notamment pour le condor, ça vous le savez tous. Après, il y a des espèces qui vont un peu mieux, comme les urubus, par exemple, hein, qui eux, se comportent un peu comme les petits nettoyeurs. C'est un peu comme le vautour percnoptère qu'on a pu voir au Mali, qui va parcourir les rues des villages et puis qui va picorer tout ce qu'il va trouver. Donc, et on en parlait tout à l'heure, c'est assez amusant d'ailleurs, le vautour percnoptère qui, sur ces territoires d'hivernage, est beaucoup moins craintif. Alors que lorsqu'il arrive chez nous, il devient très craintif, hein, au point qu'on ne peut pas du tout il est relativement prudent. L'urubu se porte relativement bien. Alors, il y a aussi un autre phénomène. On a pu avoir ces dernières années avec les épizooties d'influenza aviaire hautement pathogène. On a pu avoir donc l'urubu est particulièrement sensible. Donc, il paie parfois un lourd tribut à ces épizooties. Voilà. Et puis, pour faire ce retour en arrière, après avoir dit tout ça, la restauration des populations de vautours en France a nécessité des programmes de translocation. Hein, on parle de translocation. Et puis, je vais vous parler de réintroduction, parce qu'ils étaient bien là auparavant. Quand on parle d'introduction, c'est des espèces qui n'ont jamais été là. Hein. Donc là, on est bien sur un programme de translocation et de réintroduction, puisqu'on a les preuves historiques que ces vautours étaient présents sur notre territoire. Donc là, je vous ai mis une petite diapo avec les différents programmes de réintroduction qui ont été nécessaires pour restaurer ces populations-là. Donc, c'est le premier programme de réintroduction, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans les années 68 pour le vautour fauve. Il aura fallu 5 programmes de réintroduction pour permettre la restauration de la population de vautour fauve en France. Donc, sur les différents territoires que vous voyez, hein, dans les Grands Causses, puis dans les Baronnies, ensuite dans le Verdon et le Vercors, hein, le Diois. Donc là, on est un peu toujours dans la Drôme, mais la Drôme est plus au nord. Ensuite, on a engagé le premier programme une fois qu'on a considéré que la population était viable. Et en fait, le vautour fauve nous a servi également de sentinelle pour évaluer les risques auxquels il est exposé en termes d'intoxication, de destruction, de collision avec les câbles électriques, d'électrocution, etc. On a engagé le premier programme de réintroduction du vautour moine dans les années 92. Ces 3 programmes qui ont été nécessaires dans les Grands Causses, le Verdon et les Baronnies. C'est un programme qui vient de se terminer. Hein. Bon, pour les Grands Causses, c'est la population initiale, hein, qui a été... on a terminé relativement tôt, donc en 2004. Pour les Baronnies, on a terminé en 2001 et là, on vient de terminer l'an dernier pour le Verdon, puisqu'on a reçu les derniers oiseaux à réintroduire. Donc, la réintroduction du vautour moine est un peu différente, c'est-à-dire qu'on reçoit des oiseaux, on les met en volière pour qu'ils s'imprègnent un peu du milieu, donc un certain nombre de mois, et ensuite on ouvre les volières pour qu'ils partent. Voilà, on a reçu les oiseaux, il y aura encore quelques libérations qui vont se faire, mais le programme est terminé pour le vautour moine. Le vautour percnoptère, lui, est revenu spontanément, c'est-à-dire que globalement, dès qu'on a engagé le programme de réintroduction sur le vautour moine dans les Causses, on a commencé à constater le retour du vautour percnoptère. Donc il n'y a pas eu de problème de translocation sur le percnoptère. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure du gypaète barbu, hein, donc le plus important programme qui n'a jamais été conduit, qui a été initié sur l'arc alpin. Donc arc alpin veut dire France, avec la collaboration de différents pays, donc Allemagne, Autriche, France, Italie et Suisse. On relâche encore, alors le programme de réintroduction sur l'arc alpin est terminé, on relâche encore certaines fois pour des questions de génétique,
pour permettre une plus grande variabilité génétique de l'espèce. On a relâché notamment en Allemagne l'an passé. On a encore quelques petits lâchés, enfin libérations en Suisse, mais globalement, on peut considérer que le programme est terminé. Un programme qui a été initié dès 2010 entre les Pyrénées et les Alpes. Alors là, on s'inscrit vraiment dans la stratégie européenne de sauvegarde de l'espèce, de rétablir la métapopulation de l'espèce. Il existait un hiatus au niveau de la France pour que les populations les plus orientales soient connectées avec les populations les plus méridionales. C'est cette zone des Pyrénées, entre les Pyrénées et les Alpes. Donc un programme important de réintroduction qu'on a démarré en 2010, qui nous a permis de libérer 63 oiseaux, qui s'est terminé en juillet dernier, et on vient de monter et démarrer un nouveau programme plus important, puisqu'on monte en puissance, qui devrait se terminer en 2028 pour poursuivre la réintroduction du gypaète barbu sur ce corridor. Alors, il faut vous dire que... Voilà. Et si on prend l'exemple du gypaète barbu, par exemple, si vous allez vous balader dans le Massif central, si vous allez vous balader dans les Préalpes, il y a 5-6 ans, vous n'en voyez pas. Maintenant, si vous levez la tête, vous verrez entre 7 à 11 individus qui survolent, qui évoluent dans le ciel de la Drôme, dans le ciel de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Hérault, de l'Ardèche. Oui. Alors, voilà. Donc, ce programme de réintroduction entre les Alpes et les Pyrénées, il est soutenu par la Commission européenne. Je vais juste vous faire une petite focale dessus, c'est intéressant. Donc c'est le Life GypConnect que Laurie a évoqué tout à l'heure. Donc Life, c'est quoi ? C'est un instrument financier de la Commission européenne qui vise en fait à satisfaire sa politique de préservation de la biodiversité. Donc c'est pour des espèces prioritaires. Vous savez que ces espèces-là sont prioritaires au titre de la directive oiseaux, alors c'est réglementaire. Ça veut dire qu'en fait, l'Europe consacre les moyens nécessaires pour assurer leur retour et leur restauration. Le gypaète barbu est prioritaire, comme l'ours des Pyrénées. Il a le même statut. Donc un programme LIFE qui s'est étendu sur 3 régions, la région Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est cette zone de corridor qu'on vient d'évoquer. Globalement qui comprend 11 départements, pratiquement 460 communes, qui comprend 5500 km² de zones en protection spéciale au titre de la directive oiseaux. Ce n'est pas réglementaire, c'est une zone d'inventaire. En fait, globalement, c'est des espaces sur lesquels on a des espèces patrimoniales. C'est un projet d'environ 6 millions d'euros qui a bénéficié du cofinancement de la Commission européenne à hauteur de 75%. C'est environ une centaine de permanents qui ont travaillé pendant 6 ans pour permettre de la mise en place de ce programme de translocation. Et qui vise donc à rétablir cette connexion entre les différents noyaux de population d'Europe, donc orientale et méridionale. Donc un projet qui a reposé sur effectivement l'action phare, le socle de ce projet-là, c'était les programmes de réintroduction, mais également un panel d'actions pour limiter les menaces et les prévenir, et puis pour permettre un meilleur accès à la ressource alimentaire, avec des actions également pour permettre une plus grande appropriation des enjeux de sauvegarde de ces espèces-là par les acteurs des territoires, parce qu'on ne peut pas permettre le retour de ces oiseaux-là si les acteurs du territoire s'y opposent, bien évidemment. Alors, quelques éléments clés. Donc, effectivement, quand on parle de translocation, de réintroduction, il faut des sites pour pouvoir assurer ces libérations-là. Ce sont les taquets que j'ai évoqués tout à l'heure. L'idée, c'est en fait de reproduire très rapidement des conditions naturelles d'évolution des poussins. Donc les poussins sont élevés en captivité. C'est un réseau européen qui profite en fait de la participation de nombreuses structures dans le cadre d'un EEP. Globalement, ce sont des zoos.
souvent des gros zoos, qui, dans une démarche vertueuse, s'engagent sur des programmes de conservation in natura. Donc on fait un inventaire du pool de géniteurs disponibles dans les zoos et on réaménage en fait la distribution des oiseaux pour pouvoir permettre la formation de couples reproducteurs et que ces individus puissent s'apparier et produire des poussins. Donc c'est une quarantaine de zoos répartis sur une Europe très élargie, puisqu'on reçoit des oiseaux qui peuvent venir de différents pays d'Europe, de Roumanie, de Croatie, de Biélorussie, de Bulgarie, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. Donc ça vient d'un peu partout. Ce réseau est constitué également de 4 centres de reproduction spécialisés. Alors eux, ce ne sont pas des zoos. Un zoo n'est pas spécialisé en fait pour reproduire des gypaètes barbus. Le gypaète barbu est très difficile à reproduire en captivité. Et souvent d'ailleurs, je vous ai dit une quarantaine de zoos, vous avez 4 centres de reproduction spécialisés. Ce sont ces 4 centres qui produisent le plus d'oiseaux, plus de poussins que les zoos. Pourtant les zoos sont bien plus nombreux, mais ils ne sont pas spécialisés. Alors que les centres spécialisés sont là, ce sont des équipes qui donc se concentrent sur la reproduction de ces oiseaux et permettent donc de fournir donc des poussins pour les programmes de réintroduction. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc des poussins naissent en captivité. Certains vont rester dans le réseau EPI pour pouvoir constituer un pool de géniteurs. Donc ça, c'est un investissement sur l'avenir. Et une autre partie part vers des programmes de réintroduction européens. Alors, il se trouve que la France, on est prioritaire globalement sur ce programme européen, puisqu'on reçoit en moyenne entre 4 à 10 oiseaux par an pour la réintroduction. Alors là, c'est un petit... vous avez les indicateurs. Donc, pour ce programme spécifiquement, on avait 4 sites de libération. On avait besoin d'un nouveau site de libération qui a été créé dans les Baronnies, puisqu'au début du programme, on n'avait pas de site de libération. On essaie de reproduire des conditions naturelles. Donc, c'est souvent un site avec une grande verticalité, une petite cavité rocheuse. D'accord ? Le poussin va être placé ici. On va le nourrir à distance, souvent la nuit, pour ne pas qu'il puisse nous voir. Il est non volant, et puis quand il sera en capacité de voler, il partira seul pour prendre son envol et rejoindre la liberté. Alors, un succès sur ce programme-là, qui s'est terminé en juillet 2022. Vous savez que les derniers gypaètes barbus connus dans les Préalpes, c'était des gypaètes du Vercors qui avaient disparu il y a 148 ans. On a, l'an passé, assisté à la première naissance d'un poussin dans le Vercors. Donc ça, c'était un succès du programme. Et je reviens, hier j'étais encore dans le Vercors où on a 2 couples qui se reproduisent, là ils savent faire. Alors ce sont des oiseaux particuliers, puisqu'en plein hiver, globalement ils commencent la reproduction au mois de novembre, et alors que les neiges arrivent, ils vont donc pondre leurs œufs, et le poussin va passer une partie de l'hiver donc sur une paroi rocheuse d'altitude, puisque c'est certainement l'oiseau le plus alpin et le plus montagnard de tous, puisqu'on a des aires de reproduction à plus de 2000 mètres d'altitude, donc sous la neige. Donc vous imaginez les conditions auxquelles peuvent être exposés ces poussins. On a 2 couples qui savent faire actuellement là, pour se reproduire dans le Vercors. C'est un succès. Alors, je vous ai parlé des placettes. Donc, on renforce un réseau de placettes. Alors, il ne s'agit pas de nourrir, on ne nourrit pas. Ce qu'on fait en mettant en place des placettes, c'est qu'on rend disponible et accessible une ressource alimentaire qui est bien présente sur le territoire, mais qui n'était plus forcément accessible à ces oiseaux de grande envergure. Donc, des placettes qui sont mises en place avec les éleveurs. Je vous ai mis cette petite vidéo qui vous permettra de voir un jeune individu, c'est un immature, vous avez vu, il a donc la tête noire, donc c'est pas un adulte. Donc là, il se nourrit sur une placette dédiée. Alors pour nous aussi, c'est des placettes à os. Ça nous permet en fait de garantir les chances de survie de ces oiseaux après leur envol, puisque comme tout le monde, comme nos enfants quand ils vont grandir, ils ont besoin d'un apprentissage.
pour optimiser donc leurs chances de survie, on essaie de positionner des placettes à os pas trop loin de leur aire de libération pour qu'ils puissent rapidement trouver de la nourriture, se sustenter, prendre des forces et ensuite aller prospecter plus loin. Donc voilà, il avale tout simplement ces os. Alors quand il prend une colonne vertébrale, par exemple, d'un boutin, ou d'un chamois, il va la transporter. Donc lui, il est en capacité, par contre, il a des serres préhensibles, donc il va la transporter dans ses serres, il va prendre de l'altitude, et puis il va se mettre sur un pierrier, et il lâchera cette colonne sur un caillou. Alors généralement, il utilise toujours le même caillou, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'effectivement, il a repéré un rocher sur lequel les os vont aller se briser, et ensuite, il va venir se nourrir éventuellement de la moelle ou avaler les morceaux qu'il peut avaler. On travaille également avec Enedis, qui, je dois le dire, est un partenaire assez efficace. Et là aussi, c'est un succès de ces programmes. Je vous disais qu'en fait, ce sont des programmes qui fédèrent beaucoup de gens d'horizons divers et qui ont des vocations diverses. Hop, normalement, ça doit se mettre en route. Donc Enedis travaille avec nous sur ce projet-là. Donc c'est une espèce prioritaire également pour eux. Lorsqu'on a des cas... alors, on travaille déjà en préventif, bien évidemment. Donc on inventorie en fait les tronçons électriques, les équipements électriques. On évalue leur dangerosité. Et à partir de là, on travaille avec Enedis pour sécuriser ou neutraliser les lignes qui pourraient être à risque. Alors sécuriser, on met des équipements spécifiques pour éviter, comme on l'a évoqué tout à l'heure, soit les risques de percussion, soit les risques d'électrocution. Donc il y a des équipements qui permettent de sécuriser ces armements. Ou neutraliser, tout simplement, on fait tomber la ligne et on l'enterre. Ou alors pour une ligne qu'on ne peut pas enterrer, on va avoir recours à des monocâbles torsadés gainés. Donc ça fait des gros câbles sur lesquels on va poser des équipements pour assurer la visibilité, pour qu'ils puissent être visibles par les oiseaux, pour limiter donc les électrocutions et les percussions. Donc c'est des gros moyens qui sont déployés. Il y a des liportages, il y a des gros travaux qui peuvent être générés, et également au service des riverains, puisque vous savez que généralement, quand il y a une percussion, s'il y a une percussion sur une ligne électrique, ça génère des coupures d'électricité. Et souvent, les riverains apprécient quand il y a des possibilités de sécuriser ou de neutraliser le réseau électrique dangereux, puisque ça génère également des nuisances pour les consommateurs. Alors, on a une veille toujours active sur les cas de mortalité et donc globalement, tous les cadavres qui peuvent être découverts ou les oiseaux en situation de détresse qui peuvent être découverts sont pris en charge, soit dans nos centres de soins, soit en réalisant des protocoles d'autopsie et d'analyse, ce qui nous permet en fait d'évaluer, déjà de déterminer la cause de la mort et de vérifier s'il n'y a pas autre chose, puisque vous imaginez bien que par exemple un oiseau qui a percuté une ligne, il est mort de la percussion avec cette ligne, mais peut-être que cet accident s'est produit parce qu'il avait des déficiences particulières. Peut-être qu'il avait été exposé à un toxique, par exemple, qui a provoqué qui a pu provoquer des troubles, je ne sais pas, neurologiques. Et voilà. Donc c'est important de voir si effectivement en amont de ces accidents, il n'y a pas eu une exposition à un toxique ou il n'y a pas eu d'autres causes, d'autres paramètres aggravants qui ont conduit l'oiseau à cet accident. Alors le tir, j'en ai parlé tout à l'heure, les destructions, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est toujours d'actualité. Là, vous avez un gypaète barbu qui a été réintroduit dans le cadre du Life Gypconnet qui a fait l'objet d'un tir. On en a encore eu un il y a 2 semaines. Alors il se trouve que vous pouvez voir sur la photo de droite.
Oui, de droite pour vous aussi. Une antenne. Donc ça, c'est un GPS. Tous les oiseaux qui font l'objet de ces opérations de réintroduction sont équipés d'un GPS. Donc avec un harnais. Donc c'est des GPS qui sont relativement autonomes avec une batterie solaire pour assurer l'autonomie des équipements. Ils nous permettent en fait d'avoir différentes informations sur les niveaux de vol, sur les déplacements des oiseaux, mais également quand les oiseaux sont posés, d'avoir des informations sur la température de l'oiseau, etc. Donc on le sait très rapidement quand ces oiseaux sont en situation de détresse ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'un acte de destruction. Généralement, on est informé et on sait où aller les chercher. Donc c'est assez efficace. Alors ce sont des dispositifs qui ne sont pas intrusifs dans le sens où le harnais se détache tout seul au bout d'un certain temps. Nous, on a besoin d'avoir en fait des informations 4 ans après leur envol. Et au bout de ce temps-là, généralement, les harnais tombent et l'oiseau peut évoluer en toute liberté. Alors, on a aussi un gros travail avec les populations locales, hein, puisque, je vous le disais, on pourra réduire les menaces et avoir cette appropriation des populations si effectivement elles sont bien informées et sensibilisées sur les enjeux de sauvegarde de ces espèces. Donc de nombreux événements sont réalisés chaque année. Lorsqu'on organise ces opérations de réintroduction, on invite les populations locales à assister à un événement de présentation. Pour illustrer en fait ces actions-là, on a pu avoir en 2021 une association d'éleveurs qui s'est fédérée autour du projet et a collecté des fonds pour pouvoir libérer un gypaète barbu sur leur territoire à l'occasion du programme de réintroduction. Pour nous, c'est une réussite. Si vous voulez, je vous propose de vous passer un petit film très très court qui vous permettra d'avoir un petit bilan de ce programme Live GypConnect qui se poursuit maintenant sur un Live GyPAT, un GypConnect, gypaète pour assurer la connexion entre les différentes noyaux de population. GyPAT, on monte en puissance, notamment pour prévenir les risques de menaces auxquels sont encore exposées ces espèces. Il nous reste environ 10 minutes. 10 minutes. Pour terminer. Alors 2 fois, j'ai eu l'occasion d'approcher ces rapaces. Une fois à Cotteret, parce qu'il y avait des démonstrations payantes, où il y avait toutes les espèces. C'était il y a 50 ans. Et la deuxième fois, c'était à la Turbie, au-dessus de Cap d'Aille. Et ça a disparu il y a peu de temps. Maintenant, ils ne font plus rien. Mais parce que le site aussi s'y prêtait. Et est-ce que ça continue, ce genre de démonstration ? Alors, c'est pas vraiment des démonstrations. Alors, vous savez, il y avait des démonstrations, il y avait des animaux en cage aussi, enfin des vautours en cage. Ah oui, alors là, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on les voyait tous. Oui, Voilà, c'est autre chose. Alors, nous, on travaille avec, vous l'avez compris, le seul rapport qu'on peut avoir avec la captivité, ce sont effectivement ces adultes qui sont maintenus en captivité pour reproduire des poussins. Mais on ne travaille pas avec les fauconneries, où là, c'est une activité tout à fait lucrative sur laquelle nous, on n'est pas. Hein. L'idée pour nous, c'est effectivement de pouvoir reconstituer une population sauvage. Et donc, on n'est pas sur des opérations, des manifestations qui viseraient à présenter des oiseaux captifs. Par contre, là où on invite les populations globalement, c'est lorsqu'effectivement on va procéder à la réintroduction, juste avant que l'équipe monte pour déposer l'oiseau sur la vitre rocheuse un peu verticale. Les oiseaux sont présentés très rapidement au public et autour de ça, il y a des événements, des animations un peu ludiques qui permettent aux gens de comprendre en fait les enjeux du projet. C'est vrai que c'était fascinant de les voir évoluer parce qu'ils étaient tous là quasiment à l'époque, hein, à Cotteret, dans les Pyrénées. Si vous voulez, on peut juste vous lancer ce petit film-là et puis on peut ensuite avoir un petit moment d'échange s'il nous reste un peu de temps.
Les opérations de lâcher restent des opérations très délicates. Lors de la réception des oiseaux qui viennent donc de centres d'élevage en captivité, ces oiseaux ne savent pas voler. Ils sont encore assez fragiles. Donc toute l'équipe est assez tendue quand on reçoit ces oiseaux à réintroduire. L'opération donc même de dépôt de l'oiseau dans la vire reste assez complexe. Il faut veiller à ne pas trop brusquer l'oiseau, lui mettre une balise GPS, donc c'est un moment aussi assez délicat, à veiller à ne pas trop serrer la balise pour que l'oiseau puisse se mouvoir et prendre son envol correctement. Ensuite, pendant 3 mois, un suivi rigoureux quotidien, 7 jours sur 7, et par la suite, un suivi encore hebdomadaire pendant au moins 2 ou 3 mois à la suite de son envol. Au printemps 2021, la LPO procédait au lâcher des derniers jeunes gypaètes dans les Grands Causses au titre du programme Life Gyp Connect. Pradine, Peyre et Pyrénées ont pris leur envol peu après, rejoignant les 42 oiseaux relâchés depuis 2016, dépassant ainsi largement les objectifs initiaux du programme. Conduite avec la Vulture Conservation Foundation dans le cadre du programme européen sur les espèces en danger, le Life Gyp Connect figure comme une priorité stratégique et intervient en cohérence avec les différents programmes européens mis en œuvre dès 1972, avec une réintroduction débutée en 1986, et qui visent à la sauvegarde du gypaète barbu et à la reconquête des territoires d'où il avait disparu. Le programme Life Gyp Connect de 2015 à 2021 a poursuivi 2 objectifs principaux. Tout d'abord, renforcer la population du gypaète barbu par la création de nouveaux noyaux de population dans la Drôme et le Massif central. Également, favoriser des mouvements d'oiseaux depuis ces noyaux de population entre les Alpes et les Pyrénées, et plus largement, rétablir l'existence d'une continuité entre les populations de l'espèce d'Europe centrale et méridionale, afin de restaurer une véritable métapopulation européenne de l'espèce. Les différentes actions menées lors du Life Gyp Connect ont associé de nombreux partenaires techniques œuvrant à la réduction des menaces ou à la stabilité de la ressource alimentaire, sensibilisant différents publics aux enjeux de protection du gypaète. Ces actions ont abouti au renforcement de la population du gypaète barbu et au rétablissement d'échanges entre ces différents noyaux de population des Alpes aux Pyrénées. Suite au lâcher de 2020, les objectifs initiaux ont été largement dépassés, avec un total de 42 oiseaux relâchés dans la zone d'intervention du LIFE. 37 aires de nourrissage, dont 29 placettes et 8 aires naturelles, ont été réalisées à ce jour dans le cadre du projet. Enfin, l'analyse des données GPS de 118 oiseaux confirme que les premiers échanges ont eu lieu. Au total, ce sont 10 oiseaux qui se sont déplacés entre les Alpes et les Pyrénées, et 2 oiseaux se sont établis avec un statut reproducteur dans une chaîne de montagnes différente de leur lieu de naissance. Alors les objectifs initiaux du Life Gyp Connect ont été atteints, mais il apparaît nécessaire de poursuivre les actions qui ont été engagées. Après la quasi-extinction des populations de gypaètes en Europe, il aura fallu de nombreux programmes de réintroduction pour rétablir qu'une seule partie de la population décimée. Le devenir de cette population est étroitement lié au rétablissement de sa métapopulation qui est organisée en noyaux de population interconnectés les uns avec les autres par un flux d'individus. Les hypothèses formulées sur la dispersion des gypaètes barbus conduisent toutes aux mêmes conclusions, des trajectoires plutôt positives de la population de gypaètes réintroduits dans le cadre du Life Gyp Connect, à la seule condition que les opérations de réintroduction se poursuivent. Les études menées notamment en considérant des scénarios sans libération et sans dispersion des individus concluent toutes à la probable extinction notable de l'espèce. Le Life Gyp Connect a permis la libération de 42 oiseaux, bien au-delà de l'objectif initial qui était de 24, mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre afin de permettre une augmentation des effectifs, seule garantie pour lutter contre le risque de régression de la population, en assurant une augmentation à rythme de renouvellement qui compense les pertes d'individus annuellement. Donc les réintroductions qui ont été engagées dans le cadre du Life Gyp Connect doivent se poursuivre pour assurer la pérennité du processus démographique et maximiser la viabilité de la population ainsi réintroduite dans le cadre du Life Gyp Connect.